La TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Bientôt la fin de l'année scolaire 2017-2018 au Togo. Mais depuis 2013, le secteur de l'éducation a enregistré d'importants progrès. Comment cela a été possible? Les réponses dans cette édition. Début du mois de l'état civil dans plusieurs régions et communes du Togo. Une initiative soutenue par l'Union européenne pour rappeler l'importance des actes d'état civil aux populations togolaises. Et puis la 4e foire aux droits de la femme a ouvert ses portes. Plusieurs jours pour permettre aux femmes de découvrir leurs droits et mieux les revendiquer. Voilà pour les titres. Sur la période 2013 à 2017, selon la revue des performances du secteur de l'éducation, que de progrès ont été réalisés, tant dans le préscolaire, le primaire, le secondaire que l'enseignement supérieur au Togo. Des progrès qui ont été couronnés par la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats d'enseignement portant statut particulier de l'enseignant en avril dernier. Le premier décret de cet accord a été adopté hier en Conseil des ministres. Quels sont ces progrès réalisés dans le secteur et quels sont les grands axes du statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement dans notre pays? Augustin Kossi nous en dit plus dans le premier dossier de cette édition. Le statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement au Togo, premier décret adopté le 28 août 2018 en Conseil des ministres, est le fruit d'un processus de dialogue et de concertation entre le gouvernement et les organisations syndicales des enseignants. Cela a été possible surtout grâce à l'implication et la contribution de tous les acteurs du secteur éducatif. Le texte consacre la protection et la valorisation de la fonction d'enseignant, professionnalise le métier et clarifie ses différents corps. Il fixe en outre les règles d'éthique et de déontologie et réglemente les évolutions de carrière, les droits et avantages, ainsi que le régime disciplinaire et les obligations. Le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants le 18 avril dernier traduit l'engagement du gouvernement à apaiser le climat social dans ce secteur et à améliorer les conditions de travail et de vie des acteurs du système éducatif togolais. Un secteur de plus en plus vital eu égard aux différents progrès réalisés de 2013 à 2017. La revue des performances donne une embellie pour le préscolaire et le primaire. En matière de développement de l'encadrement de la petite enfance, le taux de scolarisation est passé de 15,8% à 37,2%. Le taux net de scolarisation au primaire a connu une augmentation passant de 86,5 à 93,8%. Pour les cycles d'enseignement secondaire, une avancée significative a été enregistrée. Le taux d'achèvement du CEG a connu un progrès passant de 37 à 50%. Concernant l'enseignement technique et la promotion de la formation professionnelle, le nombre d'apprenants pour 100 000 est passé de 572 à 578. Pour ce qui est de l'accès, de l'équité et de la qualité dans l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants dans les universités publiques et privées du Togo s'est sensiblement accru. Dans les filières scientifiques et technologiques, la proportion des étudiants inscrits passe respectivement de 9,9% à 10,16% et de 6,10% à 6,11%. Le gouvernement œuvre également à lier tout ceci à un enseignement supérieur de qualité orienté vers le marché de l'emploi tout en favorisant l'accès à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. L'ambition est de parvenir à une croissance accélérée
à travers les recherches et le développement. Et parlons toujours éducation, le ministère de la Défense et le ministre de la Défense et des anciens combattants portent à la connaissance du public que la liste des candidats admissibles au concours d'entrée en classe de 6e et de seconde pour la rentrée scolaire 2018 et 2019 au collège militaire et Adema est à consulter dans le quotidien Togo Presse. À Dapaon, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Togo a procédé au lancement officiel du projet de sensibilisation de masse sur l'importance des actes d'état civil. Une sensibilisation qui sera menée dans 18 CDQ de la commune de Dapaon. Le projet vise à emmener d'une part les parents à faire enregistrer leurs enfants et d'autre part les autorités à accélérer la délivrance de ces pièces. Les précisions depuis Dapaon de Désiré Aloï. La deuxième étape de sortie de terrain de Madame l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo dans la région des Savanes l'a conduit à Dapaon après Mango. Une volonté affichée, contacter les populations bénéficiaires des actions de développement de l'Union européenne pour accompagner le gouvernement togolais dans son plan d'action sociale. Dans Tone, l'Union européenne en collaboration avec la GIZ, l'autre partenaire, entend agir dans la commune de Dapaon pour soutenir le gouvernement togolais dans la délivrance des actes d'état civil. Par exemple, les naissances, premier cadeau d'un parent à son enfant. Tous les contours et les actions à mener finalisées, Madame l'ambassadeur lance le projet de sensibilisation dans les quartiers sur l'importance de ces pièces. C'est un projet que nous apprécions beaucoup. Il n'y aura plus une ligne à la justice pour que les gens fassent vraiment des jugements sélectifs. Parce que les gens auront compris et tout le monde déclarera son enfant à la naissance à l'état civil. Durant un mois, des stratégies de communication seront menées dans 18 CDQ de Dapaon, un projet du programme décentralisation gouvernance locale Prodogol de la GIZ. Objectif, stimuler l'enregistrement par les parents et réduire les délais de délivrance au niveau des autorités. Je sens un peu quel est l'impact de projets sur les populations et d'être en contact avec les gens qui le mettent en œuvre pour prendre conscience si les actions que nous développons correspondent exactement aux besoins. Je pense que c'est un aspect, ce qu'on fait aujourd'hui ici, de lancement de sensibilisation de l'importance de l'état civil. Je crois que c'est fondamental et que tout le monde le comprend. On aura une adhésion massive à cette initiative, mais c'est très important de passer par l'explication et la sensibilisation et on est là pour soutenir ces actions. Selon l'UNICEF, près de 40% des naissances ne sont pas enregistrées. Une préoccupation, un défi à relever par le gouvernement togolais appuyé de ses partenaires. L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Danton, a visité la prison civile de Dapaon, dont les travaux de rénovation sont financés par l'Union européenne. Une visite achevée par un tour à la maison de justice de Dapaon, un projet pilote du chef de l'État, Fort Ezozuna Nyazembe, une structure de proximité pour faire la médiation et la conciliation et rapprocher les parties en conflit. Et la commune de Kara va elle aussi consacrer tout un mois à la campagne d'information sur les actes d'état civil. C'est pour attirer l'attention des populations sur l'importance de ces actes et les activités qui seront menées au cours de ce mois de l'état civil s'intègrent dans le programme décentralisation et gouvernance locale financé toujours par l'Union européenne et le ministère allemand de la coopération et du développement. La cérémonie de lancement du mois de l'état civil à Kara, c'est un reportage signé Nestor Mozo. Le service allemand de la coopération GIZ met en œuvre un projet intitulé Programme décentralisation et gouvernance locale, cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement. Le Prodégol couvre les communes de Dapaon, Kara, Sokodé, Atapamé, Palimé et Tchévier. Il comporte plusieurs thématiques, dont celle de l'état civil. À ce sujet, toutes les communes bénéficiaires du Prodégol vont consacrer un mois pour donner au public des informations liées aux actes d'état civil. À Kara, les activités de ce mois de l'état civil ont commencé avec cette rencontre. C'est juste pour rappeler à la population l'importance
de l'état civil et l'importance des actes qui sont produits au niveau de l'état civil pour le citoyen, parce que c'est un document qui nous accompagne toute notre vie. Et comme dirait quelqu'un même, après notre vie, après la mort même, c'est un document important, le document d'état civil. Pour le citoyen, c'est ça. Pour les collectivités dans lesquelles nous travaillons, c'est aussi important d'avoir une idée sur la dynamique de la population à des fins de planification de développement et même pour l'État sur beaucoup d'aspects. Si je reviens un peu aux collectivités, l'état civil, qui est un service au niveau de la mairie, mobilise tellement de ressources, donc on doit accompagner l'état civil pour améliorer les prestations de services. Séance de sensibilisation, affichage des documents comportant des informations sur les actes d'état civil, journée porte ouverte avec distribution des supports de communication et émissions radiophoniques. Voilà quelques-unes des activités prévues au cours du mois de l'état civil. Nous allons faire la journée porte ouverte sur l'état civil. Et ce jour-là, les gens auront à déclarer leurs enfants et au même moment retirer la naissance en même temps. Et les gens vont voir, pour déclarer un acte de naissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça commence par où? Et quels sont les délais? Maintenant, nous voulons, dans l'avenir, réduire le délai de retrait de ces actes de naissance, ces actes de décès, ces actes de mariage. Grâce au Prodégol, du matériel informatique et du matériel de conservation ont été acquis au profit du service d'état civil de la commune, du service de la statistique et du tribunal de Kara pour les appuyer dans leur travail de traitement, de production et de protection des actes d'état civil. Retour dans la région des Savanes, dernière étape de la tournée d'inspection des projets financés par l'Union européenne par la chef de la délégation de l'institution au Togo. Et à Saint-Cassé, l'Union européenne a soutenu le projet de construction du parc à bétail. Et Madame Barira y a fait un tour. Désiré à l'œil. Saint-Cassé, dernière étape de sortie de terrain dans la région des Savanes de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Christina Martins Barreira. Un contact avec le Togo profond, une visite programmée à Saint-Cassé pour constater de visu le projet de réalisation de l'infrastructure marchande de Saint-Cassé et des pistes d'approvisionnement en amont et en aval, abrégé Prima-SIPA. Un projet dont les travaux ont été achevés grâce au financement de l'Union européenne, qui a aussi facilité la mise en place et la formation d'un comité de gestion par l'intermédiaire de l'ONG GEVAPAF. D'une superficie d'environ 3 hectares, le parc à bétail de Saint-Cassé facilite les transactions entre les acteurs de la filière, éleveurs, agriculteurs, commerçants de bétail et bouchers, en favorisant une croissance inclusive et durable grâce au partenariat renforcé entre l'organisation de la société civile et les collectivités locales dans les régions Savane et Kara. Nous tenons à remercier l'Union européenne pour les travaux d'achèvement qu'ils ont pu réaliser. Ça a permis d'augmenter les recettes. Ça nous permet de développer le milieu. Structure de développement de l'agropastoralisme, le parc à bétail de Saint-Cassé vise une croissance partagée, axée sur les débats, informés sur le commerce de bétail en Afrique, le système d'information géographique et la bonne gestion. Je suis très satisfaite de voir que les bénéficiaires de ce marché sont très contents des actions qui ont été développées ici avec le financement de l'Union européenne. Et j'ai profité de ce moment pour avoir un échange avec eux. Pour comprendre, disons, ce qui a été bien fait avec ce projet, quelles sont un peu les perspectives de futur, et surtout, je les ai encouragés à bien prendre soin de ces installations et de continuer à être ambitieux pour développer encore plus le marché et pour faire de meilleures affaires dans le futur. Outre Saint-Cassé, Noutien, Sokodé, Kara, Mango, Dapaon ont été sonnés par la chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, qui fait le bilan de ce contact avec la communauté. Je fais un bilan très positif et ça m'a permis de voir à chaque arrêt que nous avons fait, de voir des facettes différentes, non seulement du pays, mais aussi de nos projets. Pas toujours les mêmes, mais de façon adaptée aux endroits que nous visitions. Et la prochaine fois, on verra d'autres aspects. On est toujours décidé à aider le Togo, mais on doit le faire en fonction de ce que sont les priorités pour le pays. Et en voyant la réalité, ça nous permet de mieux comprendre.
Autre cible qui a marqué l'attention et a suscité l'admiration de l'ambassadeur, la maison de justice, initiée par le chef de l'État pour servir de médiation et de conciliation entre les parties en conflit. De Lomé à Saint-Cancé, Christina Martins Barreira a traversé tout le Togo jusqu'à la frontière Saint-Cancé avec son poste de contrôle juste à poser qu'elle a visité. Retour à Lomé, où une rencontre nationale de validation du rapport bilan de mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP en 2017 a ouvert ses portes ce matin. Cette réunion va permettre d'analyser le contenu afin d'améliorer de l'améliorer de façon consensuelle, et il sera également question pour les acteurs de mise en œuvre de cette stratégie de s'accorder sur le niveau des principaux indicateurs et la formulation des recommandations. Tchazenambaga pour des précisions. Le pourcentage des routes nationales revêtues avec un assez bon niveau de service est passé de 60% en 2016 à 64% en 2017. Sur la même période, le taux de pénétration de la téléphonie fixe et mobile a progressé de 77,5% à 85,5% et celui du haut débit de 20,8% à 27,8%. Voici quelques chiffres phares du rapport bilan de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP en 2017. Le document indique aussi le niveau d'exécution de la SCAP dans tous les secteurs d'activité socio-économique pour sa dernière année d'exécution. Le cadre macroéconomique est resté stable. C'est-à-dire que les efforts de consolidation du cadre ont été poursuivis. On a noté un fléchissement de ce taux de croissance annuel du PIB qui s'est situé à 4,4% contre 5,1% en 2016. Au niveau de l'agriculture, c'est vrai, le taux de croissance du PIB agricole a été positif, comme pour l'année passée. Donc ça veut dire que la campagne a été satisfaisante. Il y a eu aussi l'amélioration du taux d'électrification nationale, avec les différentes actions qui vise à renforcer la couverture en énergie électrique de notre pays. Voilà quelques exemples pour signifier que des progrès ont été enregistrés, mais qui méritent d'être renforcés. Voilà dit tout l'enjeu de cette rencontre de validation du rapport bilan de mise en œuvre de la SCAP en 2017. L'exercice consiste en un examen détaillé de tous les indicateurs, mais aussi à tirer des leçons et à formuler des recommandations. Le document final et les recommandations seront soumis aux travaux du prochain Conseil national de pilotage des politiques de développement. Cette session de haut niveau présidée par le Premier ministre va permettre de renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du plan national de développement qui succède depuis le début du mois d'août à la SCAP. Voilà pourquoi le directeur de cabinet représentant le ministre de la Planification du Développement a exhorté les acteurs impliqués à faire des contributions constructives afin d'avoir un document de qualité. La place de la femme et de la jeune fille dans le développement durable. C'est le thème choisi par le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D pour la 4e édition de la foire aux droits de la femme, ouverte ce matin sur l'esplanade du marché de Hidranaoué. Ce rendez-vous donc, il s'agira de renforcer les capacités des femmes à jouir pleinement de leurs droits, également l'opportunité de trouver des réponses aux problèmes d'entrepreneuriat. Le compte rendu avec Fafa Dalmeda et Christine Pichekialode. L'étude nationale sur les violences basées sur le genre révèle que 91% de femmes en union subissent des violences psychomorales et 34% des violences économiques. La majorité ayant subi ces violences se résigne et garde le silence sur leurs souffrances. Ceci montre à suffisance qu'un grand nombre de femmes restent encore sous-informées sur les sujets liés à la promotion de leurs droits. Le GF2D et ses partenaires leur offrent un cadre d'information et d'assistance, la foire aux droits de la femme. Le GF2D constate qu'il y a quand même une amélioration de la situation de la femme sur ce qui concerne les droits fondamentaux d'une manière générale, le cadre juridique qui est amélioré. Malgré ces efforts-là, il y a encore du chemin à parcourir parce que les traditions persistent. Les femmes ne sont pas informées sur leurs droits. Constatons que les femmes continuent de subir diverses violations de droits. Le GF2D met à la disposition de ces femmes, durant les 3 jours, plusieurs services, notamment ceux juridiques et sanitaires.
Nous aurons à faire des consultations juridiques gratuites. Il y aura également des consultations médicales, surtout en ce qui concerne la santé de la reproduction, le dépistage au VIH-Sida, le dépistage du cancer du col de l'utérus et puis le dépistage également du cancer du sein. Nous aurons également des dons de sang. Nous avons également des conseils en entrepreneuriat. La foire aux droits de la femme est à sa 4e édition. Elle a le soutien de plusieurs partenaires, dont le PNUD, pour qui l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille restent un passage obligé pour l'atteinte des ODD. Ce rendez-vous, selon la directrice du genre, est un appel à plus de sacrifices et d'efforts pour l'égalité des chances. Le Togo s'est doté depuis 2015 d'un système mathématique dénommé FIOUS pour mieux combattre les risques d'inondation dans le bassin de l'Oti. Où en est exactement le pilotage de ce dispositif? Les différents acteurs impliqués se sont retrouvés pour évaluer le chemin parcouru et la propriété intellectuelle de ce système de modélisation des prévisions des crues dans le bassin du fleuve Oti a été transféré officiellement au gouvernement togolais ce mercredi. Le compte rendu avec Eli Agba Nyandao et Ekoui Salah. Experts et acteurs impliqués dans la protection civile prennent connaissance des résultats livrés par le modèle FIOUS de la prévision des crues de la rivière Oti. Un dispositif sécuritaire mis en place en 2015 par l'entremise de l'Agence nationale de la protection civile en vue d'évaluer dans ce bassin les potentiels risques d'inondation. Les résultats étant concluants, la Banque mondiale cède les droits de ce logiciel au gouvernement togolais pour les utiliser en fonction de ses propres politiques. Nos interventions ici, à travers le transfert de technologie qu'on vient juste de faire au gouvernement togolais, va permettre de continuer cette prévention-là à travers les alertes systématiques. Ça, c'est une chose. Mais nous avons aussi en préparation d'autres projets qui vont continuer dans ce sens-là, notamment le projet Hydromet, qui va être délivré d'ici le premier trimestre de 2019 et qui va permettre aussi d'assurer cette prévention des catastrophes en général. Parce que le coût de reconstruction peut être élevé quand on ne fait pas très bien la prévention. Grâce au modèle FIOUS, ces bulletins de prévision et d'alerte des crues de la rivière Oti ont été déjà établis. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile croit en ce dispositif et salue le soutien de la Banque mondiale, son partenaire financier. Aujourd'hui, avec le système, un système informatique, ça permet de suivre au jour le jour l'évolution de la rivière avec les pluies et l'évolution, la montée des eaux, ce qui est très important. Et ça permet de prévenir les risques de catastrophes. On a déjà commencé par émettre des bulletins à partir du système. Les bulletins, on les envoie aux préfectures concernées. Vous savez, le fleuve Oti passe de Kwenyal vers Dankwen. Donc les 3 préfectures, à chaque fois, l'Agence nationale de la protection civile leur envoie les bulletins. Voilà les 3, 4, 5 jours à venir, voilà les risques que vous avez. Le niveau d'eau. Et ça permet au préfet de sensibiliser les populations. Parce qu'il y a parfois des piroguiers qui sont surpris. Mais déjà avec ces données, ça permet d'éviter des risques d'inondation et de noyade de nos populations. Cet outil de modélisation des crues vient renforcer le système FINES mis en place sur le fleuve Mono. Et pour mieux garantir le bien-être des communautés riveraines exposées au risque d'inondation, il est demandé aux techniciens d'en faire bon usage. Dans le cadre de la fête traditionnelle des Adja Togui Ani, les populations de la préfecture du Moyen Mono se sont retrouvées pour penser au développement de leur localité. Et c'était au cours d'une séance de réflexion. Au cours des discussions, au centre des discussions, l'aménagement et le bitumage de la route Notcheton, frontière Bénin. Les échanges se sont focalisés sur les retombées socio-économiques de cette route longue de 57 km. Le point avec Chazenam Baga. Voici à quoi ressemble la nationale numéro 6, la route Notcheton, frontière Bénin. Le bitumage et la construction des caniveaux sont quasiment terminés
Il ne reste que des travaux de confort qui sont en cours. Longue de 57 km, c'est un ouvrage moderne destiné à désenclaver la préfecture du Moyen Mono afin qu'elle puisse contribuer plus efficacement à la croissance économique du pays. Voilà qui justifie cette rencontre d'échange des natifs du Moyen Mono autour des retombées socio-économiques de cette voie. C'était très difficile parce qu'il fallait mettre 3 heures, 4 heures pour pouvoir atteindre Nottié à partir de Tongo. Mais aujourd'hui, en 20-25 minutes, vous êtes à Nottié à partir de Tongo. Donc les problèmes en matière de célérité dans le traitement des cas graves de santé sont réglés. Et pour le transport des marchandises également, parce que si vous avez des marchandises, pour atteindre rapidement un point de marché où il y a de l'affluence, il faut y aller vite. Et ça également, c'est également une retombée. L'activité essentielle des populations, c'est l'agriculture. Et plus les gens viennent jusqu'à Tongo pour demander les biens qui sont produits ici, et suivant la loi de l'offre et de la demande, les biens prennent de la valeur. Et donc les revenus pour les producteurs sont également valorisés. Juste pour la fête Togboyani, parce que la route a été bitumée, que les gens peuvent se déplacer facilement pour venir assister à cette fête-là, il y a une affluence énorme. Et l'affluence là, c'est beaucoup de fils du Moyen Mono qui ne revenaient pas à cause de la route, mais qui reviennent. Autre aspect évoqué, l'impact de cette route sur les échanges commerciaux entre le Moyen Mono et les autres localités du pays et l'intégration régionale. La route Nottié-Tongo ralliant le Bénin à l'est. Il a été aussi question de sensibiliser les riverains et les usagers sur la nécessité de s'approprier l'ouvrage, de l'entretenir, mais aussi d'observer des règles de prudence. Déjà, il faut qu'ils fassent très attention parce que n'étant pas habitués à ce genre d'ouvrage, ils ont tendance à aller très vite. Je crois qu'on va mettre des ralentisseurs. Et puis, à chaque fois qu'ils se rappellent qu'il a fallu qu'il y ait un homme qui ait décidé de nous accorder ce joyau. C'est une œuvre qui récompense les rêves de nos aïeux qui ont rêvé de cette route. C'est fait aujourd'hui. L'autre temps fort de cette rencontre de réflexion sur le développement du Moyen Mono est cette marque de reconnaissance de la population au président de la République Faure Essozemna Gnassingbé. Le 20 février 2015, le chef de l'État avait promis cette route aux populations du Moyen Mono. C'est désormais chose faite. Paris gagné donc pour le président Faure Gnassingbé. C'est une manifestation vraiment spontanée et nous sommes très heureux de la mobilisation de la population. Ils ont voulu tout simplement dire merci au président. Nous remercions le président parce qu'il nous a fait la route. À terme, la route Nottié-Tongo frontière Bénin se présente comme une plateforme de 13 mètres de large avec une chaussée de 9 mètres et des trottoirs de 2 mètres en agglomération. En rase campagne, la plateforme est de 10 mètres de large avec une chaussée de 7 mètres. Coût des travaux, 35 milliards de francs CFA, financés par l'État togolais et la BOAD. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Midnight Sound. Hors du Togo, en bref, dans un rapport rendu public ce mercredi, l'Organisation des Nations Unies révèle l'implication de groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger dans les attaques dirigées contre les forces armées de sécurité maliennes et dans la criminalité organisée. Et toujours dans la zone, l'armée française a annoncé lundi la mort de Mohamed Al-Amner, l'un des chefs du groupe d'État islamique au Grand Sahara, et de 2 civils. Ils ont été tués dans une frappe aérienne au cours d'une opération de la force Barkhane dans la région de Ménaka. En page La Nationale, on évoque maintenant la cérémonie d'ouverture à Lomé de la journée d'intégration culturelle organisée par l'Association des femmes musulmanes pour l'action sociale et l'éducation. Le thème retenu est brassage ethnique au service du développement humain, facteur de fraternité de la gente féminine. Et il s'est agi pour cette édition de donner l'opportunité aux femmes musulmanes venues de divers horizons de partager leurs expériences culinaires et se divertir. Le résumé avec Fafa Dalmeda et Ramdan Bassina.
L'islam, comme religion de paix, prône entre autres valeurs l'intégration culturelle, le brassage ethnique au service du développement humain. L'Union des femmes musulmanes pour l'action sociale et l'éducation trouve en ces valeurs des facteurs de fraternité de la gente féminine. Cette journée organisée à l'intention de la femme musulmane est axée sur le partage d'expériences de l'art culinaire. Plusieurs pays étaient présents, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Gambie. Nous avons constaté que généralement, les femmes, de façon générale, la plupart du temps sont occupées à l'éducation des enfants, à la gestion de la maison, à la gestion des activités génératrices de revenus, et on n'a pas assez de temps pour se recréer. Ça, c'est un point. L'autre côté aussi, nous nous sommes rendus compte que on est toujours ensemble dans les marchés, dans les écoles coraniques, on se rencontre au mariage, au baptême, aux funérailles. Mais entre-temps, l'ethnie Bassar, par exemple, ne connaît pas forcément ce que regorge la culture de l'ethnie Kabyé ou Tem. Et donc, l'UFMAS a organisé cette activité-là pour que les femmes de plusieurs ethnies, de plusieurs communautés se connaissent mutuellement, se renforcent en tout cas leur cohésion, et surtout, cela est un signe de solidarité dans notre pays. L'épanouissement de la femme musulmane à travers l'éducation, les activités socio-culturelles, le soutien à la création des activités génératrices de revenus sont entre autres buts de cette association créée en 2009. Elle prévoit étendre son champ d'action pour un épanouissement intégral de la femme musulmane. Un véritable brassage culturel et l'apothéose de la 4e édition de la Semaine du patrimoine culturel du Grand Ogou a été marquée par la remise de prix aux différents acteurs, notamment les producteurs qui sont repartis avec des équipements agricoles pour la promotion d'une agriculture durable, des festivaliers avec des enveloppes financières pour la valorisation des identités, de l'identité culturelle, et enfin les exposants. Et une initiative de l'association Iré Ogou qui entend à travers ce carrefour culturel assurer l'épanouissement et le bien-être des populations du Grand Ogou. Le compte rendu sur place de Silver Abdou. La semaine du patrimoine culturel du Grand Ogou regroupe 3 aspects. La foire alimentaire pour promouvoir les mets issus des produits locaux, le festival de danse traditionnelle pour valoriser les diversités culturelles et la dame à l'aimant pour honorer la dignité de la femme. Ce carrefour culturel, qui est à sa 4e édition, est chaque année organisé par l'association Iré Ogou, association de développement communautaire durable, dont les actions sont engagées pour la promotion de l'agriculture, l'éducation, la santé et la culture. Plusieurs catégories d'acteurs interviennent donc dans cette initiative. Il s'agit des exposants, des producteurs et acteurs culturels. C'est l'ensemble de ces acteurs qui est ici réuni au cours de cette soirée apothéose de remise de prix. Les festivaliers et les exposants sont repartis avec des prix de mérite. Quant aux producteurs du matériel agricole, notamment des pulvériseurs à moteur. Vraiment, nous sommes contents de ce que nous venons de recevoir. Avec ces matériaux, nous pouvons agrandir nos champs et nous remercions les donateurs. Mais avec le projet de l'honorable Ametodi, vraiment ça fait mouvoir quand même les groupes de la commune et de la préfecture. À la dame à l'aimant, une moto flambant neuve. À ces dauphines, des télévisions, du réfrigérateur et bien d'autres lots. J'ai un seul mot à dire, c'est merci. Le président de l'association Iré Ogou, l'honorable Ametodi Michel, promoteur de l'initiative, s'est réjoui de cette 4e édition qui augure de bonnes perspectives. Nous sommes fiers de cet engouement qu'il y a eu autour de cet événement. Nous allons nous préparer pour la prochaine année et voir les imperfections et les corriger pour que ça soit davantage plus rayonnant. Après avoir salué cette démarche de l'association Iré Ogou, les intervenants ont demandé que cette initiative soit soutenue pour accompagner les actions de développement local du Grand Ogou en vue de la préservation des valeurs culturelles et traditionnelles. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Ogou. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.